En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est en direct encore une fois au Salon des maires avec Philippe David et les vraies voix. Ça va Philippe David? Alors ça va doublement bien parce que déjà on adore le Salon des maires, ouais. On adore les buralistes et j'ai une certitude, sachant que parmi les vraies voix il y a 3 Philippe. L'émission va voler très haut. Vous êtes d'accord, Philippine de Ménibus et Philippe d'Artigol? Validé. En tout cas, on est là sur le stand de la Confédération des buralistes de France. Un maillage territorial incroyable. Les buralistes, c'est finalement le premier commerce. On va en parler de proximité. On va en parler bien entendu dans quelques instants. Et puis 0826 300 300, vous voulez nous parler, vous voulez débattre sur les sujets du jour. Vous êtes absolument les bienvenus. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes aussi, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et vous serez les bienvenus. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Alors que les tensions entre les maires de France et le président de la République se font encore plus ressentir, Emmanuel Macron a choisi de ne pas assister au 105e Salon des maires qui se déroule aujourd'hui à Paris depuis hier. En contrepartie, le chef de l'État recevra ce soir près d'1 millier d'élus à l'Élysée. Réunion boycottée par certains qui lui reprochent des dotations financières insuffisantes pour compenser l'inflation et la suppression de la taxe d'habitation, Philippe. Est-ce que c'est un coup de communication selon vous? Comprenez-vous le boycott de certains élus? Parce que quelque part, ils pensent peut-être que c'est la réponse du berger à la bergère, comme le président de la République n'est pas venu ici au Salon des maires. Pourquoi, tiens d'ailleurs, a-t-il boudé le Salon des maires? Vous avez une opinion? Venez nous la donner au 0826 300 300. Et à cette question qu'on vous pose sur Twitter, si mon téléphone veut bien marcher, vous nous répondez. Faut-il redonner finalement du pouvoir aux maires? Pour l'instant, vous dites oui à 87%. Un score large, on peut dire comme ça. Absolument. Et pour en parler, notre expert du jour, Stéphane Brusco, qui sera avec nous, maire de Thil, en Meurthe-et-Moselle, et buraliste. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. L'accord approuvé cette nuit par le gouvernement israélien prévoit la libération de 50 otages détenus par le Hamas en échange d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza et la libération de 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants, selon un responsable des États-Unis, cité par le New York Times. Cet accord sur les otages marque la première avancée diplomatique majeure depuis le début de la guerre le 7 octobre. Philippe. Oui, mais à 50 otages sur 240, peut-on parler de victoire diplomatique majeure ou de petite victoire? Pensez-vous qu'il sera possible à force de négociation et peut-être de lâcher certaines choses, d'obtenir la libération de tous les otages? Est-ce qu'il faut négocier avec le Hamas, qui est, faut-il le rappeler, un groupe terroriste? Quid des otages français? Vous avez un avis? On attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, libération des otages, est-ce le début de la désescalade au Proche-Orient? Vous êtes plutôt pessimiste, puisque vous dites non à 81%. Et notre expert du jour pour en parler, c'est Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. On vous souhaite la bienvenue en direct de nos amis les buralistes, la Confédération des buralistes. C'est au Salon des maires, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et on va commencer par notre hôte, puisqu'il était avec nous, Philippe Coy était avec nous, président de la Confédération nationale des buralistes. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et vraie voix d'ailleurs. Et vraie voix, absolument. Une vraie voix et un vrai caractère de Béarnais. Et très fier de vous accueillir aujourd'hui au Salon des maires et sur le stand des buralistes. Eh ben merci de votre accueil. Philippe Bilger, forcément, est arrivé avec nous, président de l'Institut de la Parole. Ça fait 2 présidents. Je ne suis pas béarnais, en ce qui me concerne. Vous êtes plutôt béarnaise, je crois. J'aime bien les béarnaises. Oui, avec une côte de bœuf, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas ici. De béarnaise. Il y en aura. Il y aura de la mayonnaise, vous allez voir. Avec Olivier d'Artigol, éditorialiste politique. Le palois. Les portes à tes plats. On va leur faire toute l'émission comme ça. Ça va, les vraies voix? Nous, c'est vous les vraies voix, c'est pas nous. Hein. C'est vous. Un peu quand même. Nous, on est Ils là. ne sont qu'animateurs.
Et encore, on aimerait bien le devenir. Oui, on travaille pour ça. On n'est pas. Le stage est probant quand même, je signe. Oui, Merci. on est stagiaire en chef. Il sait recevoir. Hein. Et chaque jour, vous nous laissez des messages sur notre téléphone, 0826 300 300. Et notre auditeur du jour, Jean-Étienne de Sartrouville, est avec nous. C'est Claire de Paris. C'est Claire de Paris qui est avec nous. On parle de quoi, Claire, dans un instant? Non, c'est Jean-Étienne Eh de ben, je vous le Sartrouville, dis. notre auditeur. Mais c'est vous, Vous avez qui dit le répondeur. Mais non, j'ai pas dit ça. Parlez-vous. Est-ce que vous avez des Le preuves? stage n'est pas confirmé. Vous avez des preuves. D'accord, on est tout enregistré. Allez. Jean-Étienne de Sartrouville est avec nous. Jean-Étienne, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors moi, ça sera un coup de gueule sur l'escalade de la violence aux abords des établissements scolaires. Eh ben, vous restez avec nous, on en parle dans un instant. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300. On écoute. Oui, bonjour. Je suis en train d'écouter les vraies voix. On sait que quand dans un pays, les chrétiens et les juifs s'en vont, les pays croulent. Je n'ai pas envie de voir la France crouler. Je n'ai pas envie de voir les personnes de confession juive partir. C'est bien triste. Alors maintenant, c'est les agressions, on sait, des élus. Qui on aura? Ce sont peut-être les radicaux, les islamistes qui présenteront des listes au municipal, mais il serait grand temps de se réveiller. Et je ne suis pas de droite extrême. Mais là, on veut plus être professeur, on veut plus être médecin, on veut plus... Mais où allons-nous? En tout cas, ce qui crée les problèmes, c'est bien les réseaux sociaux, les vidéos et tout le reste. C'est ça qui engendre toute cette violence. Voilà. Ah, c'est ce qu'on appelle un coup de gueule, Philippe. Je comprends parfaitement l'angoisse de cette femme, de Claire. C'est un très beau prénom en plus. Non, je comprends. Alors c'est toujours un peu excessif et j'espère que le pire n'est pas sûr, mais je comprends la préoccupation. Vous êtes d'accord, Olivier d'Artigol? Je fais écho concernant bien évidemment les réseaux sociaux, mais je crois encore que notre société est capable du meilleur. Je prends le témoignage de Philippe Coy, parce que les buralistes, c'est véritablement un maillage, c'est aussi une solidarité, un réseau entre eux. Et on sait qu'on est capable, à l'échelle de territoire, d'apporter des solutions fortes quand on se serre un peu les coudes. Philippe Coy? Je dirais que je crois au bien vivre ensemble, je crois à la solidarité, je crois au bon sens. Ce que l'on voit aujourd'hui peut donner des interrogations, bien évidemment, mais nous devons être les uns et les autres, les artisans de ce vivre ensemble, de ce collectif qui doit faire nation parmi toutes les difficultés. Et on retourne au standard avec Jean-Étienne qui était avec nous de Sartrouville. Merci de votre appel, Jean-Étienne. Vous vouliez revenir effectivement sur un coup de gueule un sujet qui vous agace. Ah oui, effectivement. Donc je suis enseignant. Bonsoir à tous. Je suis enseignant donc en primaire. J'ai fait un peu tous les niveaux jusqu'au lycée. Alors que ça soit aussi bien Saint-Denis que Versailles, je précise. Je vois cette violence s'empirer, mais alors d'une façon impressionnante. C'est-à-dire par exemple là en 2 semaines, tous les jours des élèves qui n'ont rien, enfin des personnes qui n'ont rien à voir, excusez-moi, avec l'école qui escalade. Vous savez, on se croirait vraiment dans un autre monde, quoi. Des perturbateurs, vous voulez dire? Des perturbateurs qui escaladent effectivement les voilà. Tout le monde est démuni, les portails d'école et qui frappent aux fenêtres de classe pendant que nous essayons de donner des cours. Salut poteau, salut machin. Mais où va-t-on? Enfin, où va-t-on? Restez avec nous. Restez avec nous, Jean-Étienne, on va faire un tour de table. Philippe Coy, forcément, on peut comprendre l'énervement, en tout cas, de Jean-Étienne. On le comprend parce que malheureusement, on le vit, nous, en tant que commerçants de proximité. Cet accueil, les gens qui respectent de moins en moins les règles, c'est une difficulté. C'est tout le temps, trop souvent, pas tout le temps, heureusement, mais un vrai contact difficile avec certains territoires, avec certaines relations. On est, je dirais, sur une cocotte minute bien souvent. Est-ce que vous ne pensez pas, en un mot, il y a une vidéo qui tourne depuis hier, d'un jeune qui dit « Moi, je ne sais pas me battre avec mes poings, j'ai un couteau, et donc, si je ne suis pas content, je plante. » Je résume schématiquement. Est-ce que quand vous entendez les bagarres à proximité des établissements scolaires, quand on entend des jeunes comme ça qui s'en vantent en vidéo, ça ne fait pas peur quand même? Je suis d'accord sur le constat et sur le diagnostic, mais je ne cesserai de dire que nous ne sommes pas sans solution. Qu'il y a aussi eu des établissements scolaires avec de réelles difficultés, mais qui ont su
par la mobilisation d'équipes pédagogiques, par l'ensemble des acteurs locaux, trouver des solutions. Donc je suis certain qu'il ne faut pas bien sûr mettre, comme on dit, la poussière sous le tapis, mais que si on s'organise, on se mobilise, on peut obtenir encore des résultats à l'échelle de notre société. Ça demande un peu de courage et des efforts. J'ai décidé d'être le moins optimiste des trois. Moi, je suis tout de même très inquiet lorsqu'il y a des réactions comme celles que vous venez d'évoquer. Mais en tout cas, je vous promets, si vous me contredisez, pas de coup de couteau, hein, mon cher. J'espère bien. Ben non, certainement pas. Allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause, toujours en direct du Salon des maires, sur le salon de la Confédération des buralistes de France, qui en a la gentillesse de nous accueillir. On est très 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 bien accueillis ici, avec de l'eau, ce qui est assez étonnant chez eux. Oh, ça va, Philippe Coy. Allez, un peu d'humour ne fait pas de mal. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Philippe Bilger, de quoi parle-t-on dans un instant? Philippe, on parle des manipulations médiatiques au détriment du Rassemblement national. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix en direct du Salon des maires et en direct du Salon de la Confédération des buralistes de France, forcément les commerces de proximité préférés des Français. Et une visite impromptue est arrivée. Monsieur David Lisnard est avec nous, président de l'Association des maires de France. Merci d'être avec nous. Merci à vous. De ce temple dont vous êtes un peu le papa de tous ces maires de France. Oui, je n'aurais pas cette prétention-là, mais je suis plutôt un père parmi les maires, quoi. Oui. Mais un père, voilà, ce sont mes pères. Bon, des petits jeux mots faciles, non, mais il est très bon. Pour les vraies voix, il est adéquat. Merci de votre indulgence. Et merci à vous de cette couverture de l'événement, parce que ici, vous le constatez, c'est la France réelle. Absolument. C'est la France des 2 communes, voilà. Une édition, une 105e édition, forcément un peu plus triste que les autres, puisqu'on parle de beaucoup de violence à l'encontre des maires, de difficultés, de démissions. Donc aujourd'hui, vous êtes là et en tout cas, on voit que tous les maires sont réunis pour essayer de trouver une sortie, un peu d'espoir aujourd'hui pour ces élus. Oui, c'est malheureusement un phénomène croissant qui est celui de la violence sur tous les dépositaires d'une autorité publique. Mais qui s'inscrit dans un contexte où beaucoup de Français eux-mêmes sont soumis de plus en plus à la violence et hélas l'actualité en témoigne. Les maires, ce sont des Français parmi les Français, mandatés par les Français. Nous, on pense qu'on apporte des solutions. Vous le voyez ici, d'ailleurs, dans ce salon, il y a beaucoup d'innovations. Notre République, notre démocratie, elle est à la croisée des chemins aujourd'hui. Soit on retrouve de la performance publique et du sens, et la France, vraiment, peut être une vraie puissance au XXIe siècle parce qu'on est un pays créatif, avec beaucoup d'atouts. Soit on laisse se dégrader l'autorité de l'État, soit on laisse la bureaucratie tout gangréner, et là on va vers des vrais problèmes très très lourds. David Lisnard, il y avait énormément de monde hier, il y a énormément de monde aujourd'hui. Il y a le maire du tout petit village de 10 habitants au maire des grandes métropoles. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici quand ils vous croisent? Parce que tout le monde vous reconnaît quand ils vous croisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces maires? Et est-ce qu'ils vous disent les mêmes choses pour les petites communes ou les grandes communes? Alors, ils me disent ce qu'on se dit entre maires tout au long de l'année. J'ai fait 51 départements en 2 ans à la rencontre de mes collègues. Et il y a évidemment des différences. C'est-à-dire que le maire d'un village, lui, aura les difficultés de devoir tout faire lui-même face à toutes les situations. Mais le maire des grandes villes, c'est très compliqué aussi parce que vous êtes manager parfois de milliers de salariés. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais dirigé une boîte qui croient que c'est facile. Oui. Donc c'est un mandat exigeant. Ce n'est pas un métier d'être maire, mais il faut le vivre avec professionnalisme. On engage notre responsabilité civile, notre responsabilité politique, mais aussi notre responsabilité pénale. Il faut savoir compter, il faut savoir diriger, il faut savoir mener des projets. C'est le mandat le plus magnifique. Donc il y a des différences évidemment, mais beaucoup de points communs. Et nous sommes à la croisée d'une société, je le répète, qui malheureusement est marquée par de l'incivisme. Je ne confonds pas avec l'insécurité, il y a beaucoup d'insécurité, mais l'incivisme, c'est-à-dire des comportements parfois de citoyens qui précisément se sentent de moins en moins citoyens, mais de plus en plus consommateurs d'espace public. Est-ce qu'il faut leur demander un peu d'indulgence vis-à-vis des élus, à justement ces administrés? Ah non, mais ne demande aucune indulgence. Un élu, en tout cas un maire, c'est un habitant parmi les habitants. Nous, on n'est pas les pleureuses de la République, on n'est pas là pour s'apitoyer, on est simplement là pour dire que... mais c'est comme pour les enseignants, si vous voulez, c'est comme pour les policiers, c'est comme parfois pour les magistrats. Il faut qu'on arrive à retrouver du respect dans notre société. C'est aussi simple que cela. Moi, je suis pour la liberté, donc je suis pour un ordre juste, quoi.
nous au quotidien, on vit, on accueille des personnes en difficulté, on est obligé de trouver des solutions. C'est pour ça que les maires sont populaires. Le maire, vous savez, il y a bien sûr qu'on parle des agressions, des violences, mais ça reste une communion quand même très souvent. C'est un mandat très incarné, très physique. Et c'est pour ça que c'est le plus beau des mandats. Monsieur le Président, je vous entends et je vous ai encore entendu dimanche dernier, vous dénoncez comme l'un des mots principaux la bureaucratie qui crée une forme d'inefficacité structurelle. Est-ce que ça touche toutes les mairies? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qui crée l'impuissance de l'État? C'est une des principales causes et expressions de l'impuissance publique. Ça touche pas que les mairies, ça touche les hôpitaux, ça touche tous les services de l'État, parce que regardez les magistrats, vous connaissez cet univers, les OPJ vous disent aujourd'hui qu'ils font de la paperasse toute la journée. Donc on a un système dingue qui n'a jamais autant dépensé d'argent public, on a le record du monde de la dépense publique, et pourtant avec des services publics de proximité qui se délitent, parce que il y a une multitude de procédures qui sont imposées. C'est ce qu'on appelle la technocratie, c'est-à-dire des modalités qui deviennent des finalités. Mais ça touche tous les habitants. Vous avez une bureaucratie numérique aujourd'hui. Essayez de changer un billet de train. Voilà, moi j'ai vécu l'expérience récemment sur le site de une grande compagnie nationale. Donc le problème de la bureaucratie, c'est que elle est source d'impuissance publique, mais elle est source aussi d'injustice. Parce que quand la puissance publique ne peut pas s'exercer de façon pleine et entière, eh bien, l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma prochaine chronique qui sort ce soir en numérique et demain en impression dans l'opinion. Sur les trains, c'est pour ça que nous avons besoin de personnes physiques derrière les guichets. Oui. Sur la commune de Pau, rendez-vous compte, une préfecture, on a failli perdre cette présence physique. Monsieur le maire, il y a un haut niveau de participation pour ce congrès. Je pense que l'exécutif devrait faire attention à ce signal, qui n'est pas un signal faible, mais un signal fort. On parle bien sûr des difficultés pour les élus locaux, mais on doit aussi parler de tout ce qu'ils réalisent. C'est des héros du quotidien, des experts du quotidien, et ils sont le plus souvent, et ce salon en témoigne, aussi ils sont sur des politiques d'innovation, innovation sociale, climatique, démocratique. Et cette innovation, ces solutions, je pense que le pays en a besoin. Oui, mais c'est très bien que vous le disiez, parce que c'est ce qu'on veut aussi faire ressortir. Alors, effectivement, on bat un record de participation. On n'a jamais eu une telle fréquentation, à la fois sur la partie congrès des maires, où on a plus de 10 000 maires accrédités, ce qui est énorme, et sur la partie salon, où nous sommes là présentement, où c'est 20% de plus que l'année dernière, qui était déjà un record. Deuxièmement, ce que l'on voit, c'est que dans les communes, il y a beaucoup d'innovations. Et que malheureusement elles sont entravées par des procédures. Allez, un exemple parmi d'autres, la réutilisation des eaux usées. On était les premiers en France en termes de technologie. Aujourd'hui on est les derniers en Europe en termes d'application à cause de procédures. Alors que les normes on les connaît, que c'est tout à fait faisable. Et voyez, ça illustre les difficultés que l'on affronte. Vous savez pourquoi les maires ils sont pas meilleurs que les autres, mais ils sont obligés d'être bons parce que ce sont des praticiens. C'est comme en médecine, quand vous êtes obligé de prendre des décisions, alors il y a des mauvais maires, il y a des mauvaises communes, mais c'est aux habitants de décider, c'est aux habitants de gérer. Et donc aujourd'hui l'enjeu c'est obligatoirement de chercher un renouveau civique. C'est vraiment un enjeu majeur pour la France. Encore un président, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Vous voyez, c'est présidentiel sur Sud Radio. Ah ouais. Mais il y en a. C'est pas un salon de présidentiable, peut-être, mais en tous les cas, c'est un salon de la proximité. Oui. Tous les buralistes ont tout leur rôle et je suis très heureux, Monsieur le Président, d'être pour la 5e année présent avec les 23 300 buralistes de France. Vous disiez les difficultés des élus locaux. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner l'évolution du service public, du bien vivre ensemble, de ce lien indissociable entre un commerce, une collectivité dans un territoire. Vivre harmonieusement passe par cette redistribution du commerce, ce dialogue entre vos pairs, tous ces élus qui sont ici pour améliorer la vie de leurs concitoyens, et je suis très heureux que le réseau des buralistes, très modestement, je le dis avec son rôle de commerçant d'humilité, d'utilité locale avec beaucoup d'humilité, puisse accompagner vos confrères. Vous êtes président des buralistes, donc vous avez raison de défendre les buralistes, comme moi j'ai des raisons de défendre les maires. Et moi, ce que vous dites, ça me parle, j'ai grandi dans le petit commerce. Et voyez ce que vous disiez tout à l'heure sur la présence physique. Dans ma commune, qui est une commune qui a un
Cannes, historiquement, a un taux de pauvreté très élevé, contrairement à un lieu commun. On a aussi de la richesse, mais on a 21% de taux de pauvreté. On a, depuis 9 ans, baissé la dette de 70 millions d'euros. On n'a pas créé de fiscalité additionnelle, on n'a pas augmenté la fiscalité. Et si vous appelez la mairie de Cannes, qui est une ville de 75 000 habitants, vous pouvez appeler jour et nuit, y compris un jour férié, un dimanche, vous aurez toujours une personne physique. Vous n'aurez pas tapé étoile, tapé dièse. Parce que on utilise l'intelligence artificielle, on utilise le numérique, notamment dans tout ce qui est collecte de déchets, nettoyage, mais on l'utilise en optimisation de services, en amélioration. Mais en revanche, dans le contact avec le public, il faut toujours, la modernité, c'est l'être humain. C'est l'humain. La modernité, c'est le commerce de proximité. La modernité, c'est la commune. Les technos, pendant des années, on nous a pris pour des ringards ou des espèces d'éléments de folklore. Et bon, j'ai rien contre le folklore, mais et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a une crise majeure, c'était le cas pour les gilets jaunes, c'était le cas pour le Covid, etc. Eh bien, la performance, elle est dans la proximité. Parce que pourquoi ? Je termine là-dessus. Il faut bien comprendre que quand vous êtes dans la proximité, vous êtes obligé d'être responsable. Et que la seule source de performance, c'est la responsabilité. Mais pour être responsable, et c'est pas de la philosophie, enfin ça l'est un peu, il faut être libre. Donc il faut qu'on ait les moyens d'agir. Et c'est pourquoi nous demandons à ce qu'on nous laisse bosser et qu'on arrête de nous entraver ou de nous prendre le pognon des contribuables locaux. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci. On va téléphoner à l'américaine tout de suite. Testez, expérimentez, vous verrez. Président de l'association des maires de France. Merci beaucoup. D'où le slogan Yes We Can. Oui. On l'a déjà fait celle-là aussi, mais allez, on a commencé, on a fini par un jeu de mots. On fait une petite pause. Merci David Lisnard. Restez avec nous. On revient dans un instant avec ce soir le président Emmanuel Macron recevra une délégation de maires en France pour un dîner à l'Elysée. Au programme, comment renforcer l'action publique locale et resserrer les liens entre les élus. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Effectivement, ça fait 2 jours que nous sommes ici avec l'équipe des Vraies Voix, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et notre hôte, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Oui, on est ravis en tout cas d'être là, on était là l'année dernière et tous les ans on revient. Et dans un instant, le grand débat du jour, on reviendra sur cette question, Philippe, sur la question du jour. Faut-il redonner du pouvoir aux maires? Et pour l'instant, vous dites oui en majorité. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron qui sèche a priori le congrès des maires. Il préfère jouer à domicile, le président, c'est plus sûr, pour ne pas affronter la grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Contre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et il ne s'est pas rendu au Salon des maires de France, mais Emmanuel Macron en va recevoir un millier ce soir en direct de l'Elysée. Le chef de l'État devrait lui parler décentralisation, simplification, clarification des compétences, réunion boycottée par certains élus qui lui reprochent des dotations financières insuffisantes pour compenser l'inflation et la suppression de la taxe d'habitation, Philippe. Et vous, est-ce que vous comprenez ce boycott du repas à l'Elysée par certains des maires? Ou est-ce que c'est un juste retour de bâton, la réponse du berger à la bergère, comme il n'est pas venu ici à la porte de Versailles au Salon des maires? Ou est-ce que c'est purement et simplement un simple coup de com'? Quel que soit votre avis, on attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Stéphane Brusco, qui est maire de Thil en Meurthe-et-Moselle et buraliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, ce petit tour de table, finalement, de dire Philippe Bilger, faut-il redonner du pouvoir aux maires? Non seulement il faut en donner à ceux qui n'en ont pas, il faut le redonner à ceux qui doivent en avoir davantage, mais si vous me le permettez, ça n'est pas d'aujourd'hui que date ce léger malentendu entre le président et les maires, et il est très cohérent quand on aime la psychologie collective. Le maire est non seulement quelqu'un qui, dans notre espace politique, est considéré comme le plus efficace, mais surtout pour un président de la République qui rêve d'être le seul dans l'espace démocratique, le maire est une sorte d'entrave, d'obstacle, d'aléa entre lui-même,
qui est le soleil, comme disait Alain Minc, et le citoyen. Donc le maire est formidable, mais pour un président, il est presque de trop. Olivier d'Artigol. La commune est le cœur battant de la démocratie. La loi NOTRe, je ne sais pas si on s'en souvient, mais a fait beaucoup de dégâts en créant des monstres. Ça veut dire nouvelle organisation du territoire de la République, je le rappelle, il y a quelques années. Oui, qui a créé des monstres territoriaux. Je pense qu'il faut revenir à une relation de proximité. Il faut que les communes retrouvent de l'autonomie financière. Et là, il y a un vrai débat avec l'exécutif concernant les dernières évolutions. Et puis, j'ai envie de dire que les maires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des experts du quotidien de leur territoire. Il faut donc leur faire confiance. Encore une fois, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui dans le pays qui partent du local. Philippe Coy, vous qui avez été élu local. J'ai été rapidement élu local dans une belle commune. Presque maire. J'étais trop jeune à l'époque pour être maire. Moi, je pense qu'il faut redonner le pouvoir au maire. Parce que le maire, c'est l'élu central, l'organisateur du territoire. Celui qui est à portée d'engueulade, mais qui doit être ce que les anciens maires ont pu être, des bâtisseurs, des architectes de leur commune. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus malheureusement le moyen de ces ambitions, de créer le bien vivre ensemble, de développer, d'avoir ces perspectives. On est dans une verticalité. Alors oui, il y a le moyen financier, mais il y a aussi la réglementation qui pèse sur ces élus, quels qu'ils soient, et qui empêche l'innovation. Moi, je sais qu'à l'Escar, nous avons eu des maires bâtisseurs. Pau a eu des maires bâtisseurs qui a permis le développement démographique, économique. Et je vois bien aujourd'hui, même si je ne suis plus élu local, que mes confrères, ces élus-là, n'ont plus la capacité de projeter, d'imaginer et de créer. C'est ça un vrai reproche aujourd'hui, alors qu'ils ont toutes les responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait le concitoyen quand on n'est pas content? On appelle le maire. Je suis sur une départementale nationale, c'est une compétence agglo. J'appelle la maire de l'Escar, elle ne peut pas intervenir parce qu'elle n'a plus cette compétence sur cette voie-là. Mais cela amène de l'incompréhension et de l'éloignement. Stéphane Brusco, est-ce que quelque part vous n'êtes pas des patrons, mais qu'on vous retire les moyens que peut se donner un patron dans une entreprise pour agir, avec notamment la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement et tutti quanti? Je pense qu'aujourd'hui on est totalement dépendant, en tout cas des finances et de nos budgets la plupart du temps. On est des patrons parce qu'on doit gérer des personnes aujourd'hui qui sont avec des emplois fixes, il faut le dire. Il y a cette complexité-là. On a aussi, il faut le dire, la mairie est la petite république dans la grande république et on ne peut pas fonctionner aujourd'hui de manière seulement verticale. On a, pour construire des politiques nationales, l'obligation de le faire avec les maires et pour ça on a besoin d'un dialogue permanent. Philippe Bilger l'a dit tout à l'heure, hein, la relation entre les maires finalement et Emmanuel Macron a toujours été très difficile. Vous trouvez que le fait qu'ils ne viennent pas à ce salon va encore créer un fossé entre vous et le président? Oui, je pense qu'aujourd'hui la place du président est au salon des maires. Nous sommes aujourd'hui des fragments de la démocratie au niveau local, au plus proche du concitoyen, et sans avoir aujourd'hui, on va dire, notre représentant national qui se présente à ce salon, c'est un manquement, je pense, en tout cas pour lui au niveau de la communication, mais surtout pour les maires qui ont besoin aussi d'avoir ce soutien-là. Oui. Mais à défaut du président de la République, vous avez le président de l'Institut de la parole sur le stand de Sud Radio. C'est bien mieux, c'est évident. Mais sérieusement, monsieur le maire, en dehors bien sûr de l'argent, quel serait le principal obstacle au développement d'une action municipale telle que vous la rêvez? Le problème, c'est aussi la réglementation. Il n'y a pas aujourd'hui que l'aspect financier. On est contraint réglementairement et pour les petites communes dont je fais partie, on se retrouve aujourd'hui avec des obligations réglementaires qui dépassent souvent les compétences des mairies, qui nous obligent à prendre des cabinets d'experts, qui nous alourdit la facture. Et dans cette complexité-là, aujourd'hui, on est aussi à la recherche de subventionnement. Et donc, c'est dans cette complexité-là que le personnel administratif doit rechercher des subventions, des aides ou autres. En quelque sorte, la bureaucratie dont on parlait tout à l'heure. L'inflation, ce qu'on appelle l'inflation des normes pour nos élus locaux. Et n'oublions pas qu'un élu doit voter son budget à l'équilibre. Ce qui demande donc des arbitrages en termes. Capable de faire depuis 50 ans. Ce qui demande donc des arbitrages parfois douloureux en termes d'investissement ou de fonctionnement. Ouais, et puis financièrement, on est dans cette obligation. L'État ne l'est pas toujours, mais par contre, on fait des gros sacrifices sur nos investissements, des fois sur le personnel, sur le service aux personnes, aux habitants de nos communes. Et derrière ça, financièrement, c'est sûr que pour équilibrer notre budget, on doit faire des coupes.
32% d'agressions en 2022, 69% des maires déclarent avoir été victimes d'incivilité. Est-ce que c'est votre cas? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de semaine ou de mois sans qu'il y ait de remarques désobligeantes ou alors des interpellations sur des réseaux sociaux. Donc c'est compliqué, forcément c'est compliqué, mais ça fait partie un peu de la casquette. Le problème c'est qu'il ne faut pas dépasser quand on n'est que sur le rôle du maire. Au pire des cas, on peut le comprendre, je veux dire, hormis les insultes, mais derrière il faut bien voir qu'il y a des gens qui vivent autour, on a des familles, des enfants, des amis qui sont également et le mix, touchés. Le fait que vous soyez buraliste aussi, est-ce que ça crée... Ça c'est important, et puis au contact de la population la plupart du temps, et c'est ce qui change beaucoup. Quand on dit buraliste, Philippe Coy veut réagir là. Non, je dis parce que vous parlez par rapport aux incivilités, aux risques, aux invectives des concitoyens ou des clients. C'est très courageux ce que tu fais d'être buraliste. Déjà c'est un métier de courage, mais en plus élu local, on est 2 fois plus porté d'engueulade qu'un élu normal, puisque on peut venir dans le commerce, tu t'exposes et forcément c'est peut-être clivant pour certains des clients. En tous les cas, c'est un acte 2 fois plus courageux, je trouve, d'être un élu local et en même temps commerçant dans sa propre commune. Ça a une double casquette. La double casquette a l'avantage de remonter au plus près les volontés des gens et les campagne peut-être. Exact. C'est vrai. C'est plus simple, on l'avoue. Mais je dis c'est aussi par rapport aux problématiques de les avoir directement du terrain et de les retranscrire directement sur. Vous avez pensé à abandonner, vous? Vous avez pensé à abandonner votre mandat d'élu? Jamais. Habituellement, quand on s'engage, on y va pour, je pense comme tous les maires, on y va pour la durée du mandat. Jamais ça m'est venu à l'esprit. Je pense que les projets, c'est ce qui fait avancer tous les maires. Je dis, les projets font que demain, on travaille pour demain, on travaille toujours pour demain et pas pour soi, pour la population. J'ai une question, vous êtes maire en zone frontalière, à quelques kilomètres du Luxembourg. Exact. C'est pas encore plus compliqué d'être maire en zone frontalière et buraliste avec le trafic de cigarettes, etc. Oui, alors buraliste certainement, parce que être buraliste frontalier. J'ai pensé à vous. Merci, c'est gentil. Buraliste frontalier, c'est très complexe. Je pense qu'on a les chiffres d'affaires qui ont diminué de 90%. Donc une fréquentation qui est moindre. On ne vend pas que du tabac chez les buralistes, on le sait très bien. Et l'avantage pour le côté, en tout cas maire, c'est que le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. Oui. Donc on compense en tant que buraliste, je reviens sur le côté buraliste, on compense par rapport à une capacité financière qui est plus élevée. Donc sur le jeu, sur autre chose, on compense. Pour être buraliste, maire frontalier, c'est différent parce que les personnes ont à côté un pays qui a énormément de services et qui fait très bien les choses. Un des pays les plus riches au monde. Donc c'est sûr que quand ils repassent la frontière, on se retrouve avec une différence de services et de qualité de produits qui ne sont pas les mêmes. Allez, 0826 300 300, Jean-Étienne est avec nous. Jean-Étienne, ce que vous entendez forcément d'un maire et d'un buraliste, c'est pas toujours réjouissant. Alors, oui. Bah, moi, je voulais parler de 3 voies qui doivent être explorées. La relance, pour moi, la relance du pouvoir réglementaire local, le renforcement de l'effectivité des pouvoirs de police du maire et la consolidation, je vais y arriver, des équipes administratives et techniques sur lesquelles les maires peuvent s'appuyer pour agir. Je pense entre autres, si vous me permettez, Cécile et l'équipe, de saluer d'ailleurs Catherine Dehaye, Douchka Markovic ou Guillaume Prével du Parti Animaliste, qui sont des personnes... je me permets de parler de ces personnes parce que j'y tiens énormément. Voilà. Ouais. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Alors, on va faire répondre notre maire Stéphane Brusco. Le pouvoir réglementaire du maire, Stéphane veut le relancer. Qu'est-ce que vous avez comme pouvoir réglementaire? Par exemple, vous pouvez choisir la limitation de vitesse dans vos rues, mais quoi d'autre? Avoir une police municipale armée par armée? Mettre des dodanes. Voilà. Quel pouvoir vous aimeriez avoir que vous n'avez pas aujourd'hui? C'est complexe parce que bien près du micro. Chaque commune a des spécificités. Je veux dire, nous on est par exemple dans des zones qui sont très pentues. On est justement, on aimerait avoir une réglementation qui s'adapte également à notre commune par rapport au pouvoir qu'on pourra avoir. C'est compliqué. C'est vrai que le pouvoir de police, la police des déchets, je veux dire aujourd'hui on retranscrit ces pouvoirs-là aux intercommunalités pour avoir une manne financière et de suivi qui est supérieure à celle qu'on a. Avoir aujourd'hui un pouvoir, comme dirait
vous avez besoin d'un pouvoir pour le maire, c'est compliqué parce que c'est pas de pouvoir qu'on veut, c'est de travailler ensemble et de monter des projets ensemble. Le pouvoir, c'est rien si on le partage pas. Philippe Bilger. Monsieur le maire, je crains que ma question augmente encore l'orgueil des buralistes et des maires. Est-ce qu'on peut être maire, est-ce qu'on peut être buraliste, et je suis sérieux, si on n'est pas profondément persuadé de devoir être au service d'autrui? Mais on est au service d'autrui, je pense que déjà le métier de buraliste le prouve, et on est au service d'autrui quand on s'engage dans la fonction de maire et quand on s'engage dans une équipe municipale. Il n'y a pas que le maire, il ne faut pas croire que le maire fait tout. On travaille en équipe la plupart du temps, donc il faut voir cette fonction-là comme une vocation. Je pense qu'on a besoin du contact. Philippe Coll, justement, c'est le dernier rempart finalement, le buraliste, lorsqu'il y a plus de centre-ville, en tout cas pour les maires aujourd'hui, c'est ce cœur vivant qui reste. C'est le cœur du village, c'est le cœur du service public, c'est le cœur de l'écoute aussi pour bon nombre de populations. On en parlait tout à l'heure, ça s'est réveillé aussi et avéré nécessaire après la période Covid, cet isolement pour beaucoup de concitoyens. Ils sont venus dans notre réseau, dans notre commerce parce que nous étions ouverts et aujourd'hui on voit bien qu'ici on a la relation très forte avec ces élus locaux qui ont besoin de proximité, de service. Le bien vivre ensemble, ça passe par un habitat de qualité, ça passe par des moyens de transport organisés, mais également par un commerce à dimension humaine. La colère que le réceptacle finalement des maires, c'est pas forcément le travail du maire, c'est ce qui se passe forcément au gouvernement, c'est ce qui se passe, c'est le fait peut-être de ne pas être entendu. Donc il faut bien qu'on trouve quelqu'un à qui parler. C'est ça le maire aujourd'hui. Vous savez le bar tabac, parce que c'est dans les 23 300 buralistes de France, 60% sont humides, non pas qu'ils prennent l'eau, mais servent à boire. Donc je rassure les auditeurs, c'est la classification, les secs et les humides. Je le dis très souvent, ce bar tabac, c'est le parlement du peuple. C'est là où on vient s'exprimer, c'est là où on vient se fâcher des fois avec son voisin, mais qu'on vient se réconcilier. Je crois qu'on a besoin de cette qualité d'échange, ce lieu où toute population, on ne juge personne, on accueille toutes les populations, on a la même considération et je le dis très sincèrement, nous sommes les plus près des plus éloignés. Cela nous oblige, toi en tant qu'élu local, en tant que buraliste, cela nous oblige à accompagner tous les territoires et à travailler main dans la main. Vous avez dit deux mots magiques, c'est se fâcher, se réconcilier. C'est les deux mots du qui c'est qui l'a dit. Donc, c'est dans un instant. Merci beaucoup Stéphane Brusco d'avoir été avec nous, maire de Thiel en Meurthe et Moselle et buraliste. Vous restez avec nous. Dans un instant, les politiques parlent beaucoup, disent beaucoup de choses. Et on verra si effectivement vous avez écouté l'actu. À tout de suite en direct du Salon des maires et en direct du stand de la Confédération des buralistes. À tout de suite. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct du Salon des maires sur le stand de la Confédération des buralistes avec Philippe Coll qui est avec nous, qui est le président de cette Confédération des buralistes. Merci d'être avec nous, Philippe. Olivier D'Artigol est avec nous, l'éditorialiste politique, et Philippe Bilger. Et notre auditeur qui est avec nous, c'est Jean-François qui est avec nous. Jean-Étienne de Sartrouville. Jean-Étienne, vous êtes avec nous. Est-ce que vous avez révisé, Jean-Étienne? Écoutez, j'ai essayé. On verra. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre par un qui c'est qui l'a dit. Et on vous rappelle, Jean-Étienne, c'est vous qui répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui s'y collent. Allez, question qui c'est qui l'a dit. Réveillez-vous, on est à 7% de chômage. Macron. Bonne réponse de Jean-Étienne. C'est Emmanuel Macron, bravo Jean-Étienne. Qui c'est qui l'a... Là, c'est pas un qui c'est qui l'a dit, c'est un qui c'est qui l'a répondu au président de la République. C'est Emmanuel Macron qui s'est endormi depuis 2017, pas les Français. Hollande. Non. Allez-y. C'est un député. Un député Bompard. Non. Du Sud-Ouest. Du Lot. Ah oui, Pradier. Bonne réponse, il était plus rapide. Philippe Bilger. Philippe Bilger était un poil plus rapide. Question qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration. Il y aura plus de mineurs dans les centres de rétention administrative. Le Pen. Qui ça? Non. Darmanin. Darmanin, bonne réponse. Gérald Darmanin, exactement, ministre de l'Intérieur. D'Artigol. Qui c'est qui l'a dit? Le sujet, c'est de faire en sorte que l'écologie ne soit plus un produit de luxe.
Jean-Étienne. C'est pas Rousseau, par exemple. C'est une ministre. Non, ça n'est pas Agnès Rousseau. Pannier-Runacher. Bonne réponse de Philippe Ah. Coy. Égalité parfaite entre toutes les vraies voix. Allez, qui c'est qui l'a dit au sujet du conflit au Proche-Orient? Le grand vainqueur pour l'instant, c'est l'Iran. On va vous laisser marronner un petit peu là. Allez, on va vous aider. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Villepin. Non. Non. Tu n'as pas été le seul. Hein. Juppé. Oui. Bonne réponse. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères. Allez, Qui c'est Jean-Étienne. qui l'a dit sur l'absence d'Emmanuel Macron au Congrès des maires? Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française. Le président n'a pas à être partout tout le temps. C'est un président. C'est Gabriel Attal. Non, Gabriel, c'est non. un président de région. Région. Où il fait chaud. Il fait, c'est le gars qui a trahi votre point de vue. le président. Oui. Oui, Comment il s'appelle? Il a un nom de voiture, Celui de marque de voiture. Celui que Lisnard n'aime pas. Renault. Muselier. Il a été plus rapide. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Je lui ai donné. Attendez. La VAR. Je veux la caméra. Non. Arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo. On a eu la VAR dans le cadre. Chez les buralistes, on ne peut pas tricher. Olivier d'Artigol gagnant, la VAR a vérifié. Contrairement au passé de Coman hier soir. Et c'est Benoît, bien sûr. Allez. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Jean-Étienne. La population palestinienne n'a pas à subir les conséquences des crimes des terroristes. Comment il s'appelle Comment elle s'appelle? C'est une femme. Oui, attendez, j'ai un trou de mémoire. Madame Colonna. La colline de... Colonna. Non, il l'avait pas. Monsieur avait dit C'était pas quelque terminé avec chose. l'auditeur. Non. Si, c'était terminé avec l'auditeur. Non. Il n'y a plus C'est de... moi. La règle, c'est qu'il n'y a pas C'est de moi règle. qui ai le point. Non, c'est moi qui le donne la point. C'est moi qui ai le point. Alors, écoutez. C'est un climat détestable. Écoutez, Moi, je le dis. Olivier d'Artigol, les règles changent en Non, fonction il de y a la pas de situation géographique. Ouais, j'ai bien On compris. est dans le studio là? Non. Ouais. Bon, ça change. Qui c'est Qui a le point? Qui a le point? Philippe Coy. Bon, ça va. Tant attendez. que ça reste au Béarn. Il joue à domicile. Allez, qui c'est qui l'a dit sur l'attaque à Crépol? Ceux qui nous gouvernent crient à la récupération pour nous faire taire. Jean-Étienne. Jean-Étienne. Mélenchon. Non. Marine. Non. Non, de l'autre. Bardella. Non. Chenu. Non. C'est plus Non. proche. RN. Philippe, c'est plus proche de vous. Plus proche de Plus vous. proche. Ciotti. Non. Retailleau. Qu'est-ce que ça veut aller? Qu'est-ce que ça veut dire plus proche de vous? Écoutez, Il répond toujours Retailleau. Vous dites qui a dit Vous avez eu votre petite réunion avant la- Non, mais non. Moi, j'ai Ciotti, mais quelle mauvaise Retailleau foi, mais ou c'est Pradier. pas possible Olivier, d'être vous mauvais dites joueur qui a comme ça. dit que la lumière soit et la lumière fut, il répond Retailleau. Allez, c'est la dernière question. Alors, attention. Qui c'est qui l'a dit? Je ne suis pas favorable à une taxe sur les boissons sucrées. Arrêtons de penser. Thomas Cazenave. Non, mais il y a... Il n'y a pas de règle, on n'est pas dans le studio. Jean-Étienne Alors, l'avait je dit. t'explique. D'abord, Jean-Étienne c'est l'auditeur. l'avait dit. Allez. D'abord, c'est l'auditeur. Jean-Étienne l'avait dit. Voilà, Jean-Étienne l'avait dit. Je donne mon point à l'auditeur, à Alors Jean-Étienne. vas-y, Et c'est Jean-Étienne. Philippe Olivier qui a gagné avec 3 points. Oh, non. Vous en avez 2. C'est très Allez. net. C'est très net. Allez, les Mais amis. c'est anormal. Bravo Allez, Jean-Étienne. Vous poursuivons restez, l'émission dans un bon climat. vous restez avec nous dans 10 minutes. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi? Greta Thunberg. Dans le micro. Greta Thunberg a perdu complètement son aura. Avec vous, Si Olivier elle l'a D'Artigol. jamais eu. La PQR, la presse quotidienne régionale, indispensable. Avec Philippe Coy, le président des buralistes. Les intempéries qui touchent encore tout le Pas-de-Calais et le commerce de proximité. Allez, on fait une petite pause, toujours en direct du Salon des maires. Et merci de votre fidélité. À tout de suite. Non, mais. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une vraie joie d'être avec les maires de France, les 36 000 communes de ces maires de France qu'on aime beaucoup. Vous savez que Sud Radio est la radio des territoires. Hein. On est toujours un petit peu partout en France et quand on peut se déplacer avec l'antenne et en l'occurrence avec Philippe David et les vraies voix, on est toujours très content. Un plaisir. En tout cas, là, nous sommes au Salon des maires de France et on est sur le stand de Plaisir la partagé d'être Merci. aussi chez les commerçants de proximité. Ben, Merci à Sud Radio. J'allais le dire, cette confédération des buralistes de France
France, avec Philippe Coy justement qui est avec nous, président de cette confédération des buralistes, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et Philippe Bilger, bien entendu. C'est notre pilier en fait, c'est notre commerce de proximité, Philippe. Le vieux quoi. Non, pas du tout. La jeunesse incarnée et tout de suite. Elle est adorable. Le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et le périphérique de Paris va passer à 50 km/h situé après passer les Jeux Olympiques. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. Eh bien oui, Louis Jodassin aurait sans doute écrit « Autour de Paris à vélo, on dépasse les autos » s'il n'avait pas écrit sa complainte de l'heure de pointe en 1972, soit un an avant l'inauguration du périphérique en 1973. Faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. Paris, la grande ville, était en train d'étouffer parmi ces millions de voitures. Ce boulevard périphérique est une des réalisations les plus importantes de la France moderne. Elle est coûteuse, 2 milliards de francs, 55 millions le kilomètre, et souvent critiquée. Et oui, l'année des 50 ans du périphérique, la mairie de la capitale annonce donc qu'il va passer à 50 km/h. Tiens, réduction de vitesse l'année prochaine, une fois passés les Jeux Olympiques. Alors à voir si d'autres villes vont embrayer sur leur rocade après la capitale. En tout cas, la municipalité l'a annoncé en présentant son plan climat tout à l'heure. La mauvaise qualité de l'air provoque 1500 décès prématurés par an, rien qu'à Paris, estime la mairie. Pour autant, vous en doutez, l'annonce fait grogner beaucoup de monde. On a par exemple Christophe Robin qui partage une photo de Georges Pompidou avec la fameuse citation « Arrêtez d'emmerder les Français ». Paul Sugy du Figaro grince « L'avantage quand on rentre de vacances, c'est qu'on a toujours plein de nouvelles idées ». Du coup, Anne Hidalgo vient d'annoncer qu'elle limite le périph' à 50 km/h. Et puis, le magistrat Charles Prats lui pose une question plutôt juridique. La vitesse sur le périphérique de Paris est définie à l'article R413-3 du Code de la route. Je ne savais pas qu'Anne Hidalgo avait compétence pour prendre un décret en Conseil d'État, à moins qu'Emmanuel Macron ait décidé de la nommer Premier ministre. Charles Prats, qui, sans le vouloir, vient de répondre à la question des vraies voix de tout à l'heure, finalement, à savoir, faut-il donner plus de pouvoir aux maires ? Eh bien, par exemple, le pouvoir de réduire la vitesse donc sur le périph'. Philippe Coy, une réaction. Descartes disait je pense donc je suis. Anne Hidalgo, c'est j'emmerde les automobilistes donc je suis. Je suis celle qui fait chier tout le monde. Voilà, excusez-moi de le dire parce qu'aujourd'hui, parlons vrai, c'est l'émission. Oui, donc il faut le dire, c'est une mesure qui n'a pas sa place. Et de toute façon, le périph' déjà, vous avez du mal à dépasser les 50 km/h. Oui. C'est tout le temps embouteillé, sauf la nuit. Alors, est-ce que c'est une mesure intelligente qui s'approprie sur le périph'? Je sais pas. Olivier d'Artigol. Mon projet, c'est emmerder les Français ou les Parisiens, ça peut être un programme électoral. Hein. La première qui sont élus avec. Vous voulez dire qu'Anne Hidalgo ne suscite pas une approbation générale? Je vous laisse l'appréciation. D'un coup, le langage châtié apparaît. Je vais proposer la limitation de vitesse à 50 km/h pour les Airbus à 350 qui vont vers Papeete. Mais remarquez, c'est peut-être pour les vélos électriques, il y en a tellement. Elle a déjà enlevé les trottinettes, il ne reste plus que les vélos. Et autre sujet, en top tendance, cette marche blanche à Romans-sur-Isère en hommage à Thomas Félix. Thomas, 16 ans, mort poignardé lors de ce bal de Crépol dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les pancartes, des slogans comme « Thomas, on t'aime » ou encore « Justice pour Thomas ». Les organisateurs de la marche avaient appelé sur Facebook un rassemblement apolitique. Par respect, écrivait-il, pour la famille, des milliers de personnes donc ont répondu présents. Oui, et moi je vais soutenir cette famille qui doit passer certainement des moments très difficiles. La semaine dernière, on l'a vu avec son papa, simplement pour les soutenir. Les gens sont tous touchés. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Ça aurait pu être nos enfants. Mon fils, je préfère qu'il reste à la maison. C'est vrai que quand les enfants vont sortir, on ne sera pas à l'abri que ça peut recommencer. Un des participants à cette marche blanche à Romans-sur-Isère, ici au micro AFP de Gwenaël Vinstretin. Merci Félix Mathieu. Et moi je voudrais pousser un coup de gueule justement suite au drame de Thomas sur le déni de réalité dont on ne parle pas qu'il y a encore aujourd'hui en France sur l'insécurité. Oui, la France est bien en train de devenir un coupe-gorge et l'insécurité ne relève pas du fantasme, n'en déplaise au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Oui, les Français n'en peuvent plus et demandent enfin une justice qui ne relève pas de l'encouragement à la récidive, comme à Nantes où un voyou qui a traîné un policier sur 20 mètres lors d'un refus d'obtempérer a été condamné
signalé à 35 heures de travaux d'intérêt général, vous avez bien entendu. Mais plus que tout, il demande aux politiques, toutes tendances confondues, d'appeler un voyou et de défendre nos forces de l'ordre qui sont les seules à lutter réellement pour la sécurité des Français. Les maires étant en première ligne, je suis certain que ce coup de gueule, dont l'idée m'a été soufflée par Cécile, avait toute sa place ici, au Salon des maires. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Vous auriez été un excellent avocat général. En plus, vous avez raison. Alors là, c'est formidable. Prenez une photo, Philippe, c'est énorme. Une fois qu'il dilue bien, Olivier d'Artigol. Je crois nécessaire aujourd'hui d'aller vers une forme d'observatoire de la décision judiciaire. C'est-à-dire il y a des dossiers très médiatisés. Ce serait bien de savoir au final quelles sont les décisions. On nous dit que suite aux émeutes, la main de la justice n'a pas tremblé. Il me semble que ce soit vrai. C'était une parenthèse miraculeuse. Que la main des magistrats n'a pas tremblé. Et en effet, il faut qu'on puisse aller dans cette direction. Philippe Coy. D'abord, mes premières pensées vont pour la famille de Thomas et tous ses copains qui étaient là réunis pour un moment de liesse, de fête, et qui se termine dans un drame. Je crois que vous n'arrêtez pas de citer ces faits divers qui nous touchent tous dans notre quotidien. Donc il y a trop de violence. Tout à l'heure vous faisiez allusion à une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. Oui. Je crois qu'il faut revenir à la raison, peut-être à du dialogue, à de la concertation, à des moyens mis en œuvre pour qu'on n'ait plus à dénoncer ces faits qui nous heurtent tous au quotidien. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? Greta Thunberg n'est plus en odeur d'écologie. Avec vous, Olivier d'Artigol. Indispensable presse quotidienne régionale. Et Philippe Coy? Malheureusement, je serai un peu plus triste que mes collègues sur les intempéries, ces commerces qui aujourd'hui n'ont plus d'espoir à cause de ces inondations. Et on pense bien à eux, bien sûr. Et on est en direct sur le Salon des maires et on revient dans un instant. On fait une petite pause, à tout de suite. Avec Olivier d'Artigol qui est avec nous, Philippe Bilger bien entendu, mais parce que c'est un peu la plaque tournante, c'est ça. Comme c'est joliment dit, ma chère. Ça fait un peu plaque tournante de la drogue. Tant que c'est pas la plaque tectonique. Escobar. Mais excusez-nous. Mais c'est moi qui suis en addiction. Philippe Bilger pour nous est une drogue. Ah oui, on a du mal à s'en passer. Voilà. Allez tout de suite le tour de table. Vous pourriez accentuer cette dépendance. Il n'arrête pas de dire que vous êtes son héroïne. Mais oui. Oh, c'est beau. Elle est très bonne. Ouais. J'ajoute pas pour une fois. Tout de suite le tour de table de l'actu des vraies. Elle est remarquable. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler de Greta Thunberg qui n'est plus tout à fait en odeur de sainteté. Oui, parce que elle déçoit Fridays for Future. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'accent de Philippe David et les Verts allemands, parce qu'en réalité, depuis quelques mois, et notamment depuis le 7 octobre, au lieu de s'occuper d'écologie, elle a adhéré sans nuance à la cause palestinienne, puisqu'elle n'a même pas pris la peine de dénoncer le massacre et la barbarie du 7 octobre. On lui reproche d'avoir en quelque sorte abandonné l'écologie pour s'engager dans un combat infiniment douteux, puisque je pourrais, au risque de rallonger les vraies voix, donner quelques exemples de son adhésion à la cause palestinienne qui l'a conduite par exemple à se montrer en kéfier, montrer à quel point elle partage au fond l'idéologie meurtrière du Hamas. Et donc je n'ai jamais été un enthousiaste de l'écologiste, mais là je pense qu'à mon avis l'aura est complètement dissipée. Olivier d'Artigol. On peut défendre la cause palestinienne sans que ce combat n'apparaisse douteux, à condition bien évidemment de dénoncer très clairement, très fortement les massacres du Hamas du 7 octobre. Donc le fait qu'une personne de sensibilité écologique sur un combat environnemental puisse aujourd'hui s'exprimer sur la question du Proche-Orient et pour le coup la cause palestinienne ne me paraît pas suspect. Mais encore une fois, j'écoute attentivement ce que dit mon ami Philippe Bilger, et si elle n'a pas eu de parole publique concernant le 7 octobre, là il y a problème. Philippe Coy. Écoutez, je serai très réservé sur ce sujet, bien évidemment. Je pense que l'écologie est un sujet qui embarque tout le monde, mais par contre, il faut savoir tenir sa place et bien évidemment penser à toutes les victimes du 7 octobre et ne pas tout confondre dans un idéal de combat. Et Cécile, si je peux ajouter un mot, pour aller vite, je n'ai
j'ai parlé de la cause palestinienne, mais j'aurais pu rajouter des exemples concrets où elle dépasse l'adhésion à la cause palestinienne, comme l'a dit avec beaucoup de sagesse Olivier, qui devient en fait le sage de cette émission quand il est là. N'exagérons pas non plus, déjà il a le boulard. Non mais c'est pas grave, il l'a, mais il le perd après avoir gagné au jeu dans des conditions discutées. Vous avez remarqué que ses lunettes s'écartent tellement bientôt il ne pourra plus les mettre. Olivier d'Artigol, pour revenir avec un petit peu de sérieux, vous voulez saluer les journalistes de la presse quotidienne et régionale. Difficile aujourd'hui pour cette presse. Oui, on débat beaucoup des médias. Et je réfléchissais ce matin justement à la PQR. On commence très certainement avec Philippe nos journées, je ne sais pas si tu le fais toujours. Philippe Coy. Oui, par un petit coup d'œil sur la une de la République des Pyrénées ou de Sud-Ouest, Béarn et Soule. Mais on pourrait aussi parler de Ouest France, de la Voix du Nord, Dauphiné Libéré, de la Montagne, de la Dépêche du Midi. Évidemment. Je voulais terminer avec la Dépêche. C'est à la fois bien sûr une information générale. Mais moi, j'ai souvenir de mes grands-parents qui regardaient toujours l'état civil qui est toujours présent dans la PQR, naissance, mariage et décès. C'est la vie des communes, c'est ce que j'appelle les héros du quotidien de la proximité, les militants, les responsables associatifs, les bénévoles sportifs. Tout le tissu local, quoi. Oui, tout le tissu local. Et il y a derrière ça des femmes et des hommes qui font ces métiers, qui sont parfois d'ailleurs des localiers de la presse quotidienne régionale, qui ont la passion de l'information. Et donc, je vous donne deux ou trois titres glanés ce matin dans ma PQR départementale. Un vote organisé pour choisir le Béarnais de l'année. Une personne ivre, malheureusement, qui a refusé de s'arrêter. Il ne faut pas le faire. Mais il s'est arrêté puisqu'il a percuté la voiture de police. Ah oui. Donc, d'une certaine manière, il a dû s'arrêter. Un sujet plus sérieux avec Sanofi sur le bassin de Lac, avec peut-être une causalité entre les rejets de l'usine et des maladies. Bon, c'est cette richesse de la PQR et vous souhaitez parler d'eux aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'avais été le conseiller de la PQR à Paris et j'avais toujours considéré, et comme vous, me semble-t-il, Olivier, que la PQR était une presse très remarquable, pas seulement à cause de sa proximité, mais paradoxalement dans l'univers médiatique, à cause de sa modestie, par rapport à l'arrogance de la presse nationale, et ça n'a pas changé. Philippe Coy, quand on pense que le plus gros tirage de journaux en France, c'est Ouest France, c'est pas les titres nationaux. Alors, je vais juste rebondir parce que forcément la PQR me cause en tant que débitant de tabac et diffuseur de presse. C'est le café du matin avec ce journal, celui qui amène l'information, celle de la proximité, de l'humain, du correspondant local qui parle de la fête locale, du marché, des événements. Oui, tu faisais état du regard sur l'état civil, de tout ce qui se passe là. On a besoin de la soutenir. Elle est pour nous un ciment de la relation du quotidien et notamment du petit café sur nos comptoirs. Pour revenir à mon sujet qui était... Ah, c'est après. C'était après. Si vous me laissez quelques minutes. Ouais. C'est après. Oui, mais c'est après parce que là on fait la pub et alors je reviens. Parce que vous avez bien de la pub chez les buralistes. Mais on fait tout. Nous aussi. Les pubs et à tout à l'heure. Allez, merci. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour vous expliquer, les vraies voix sont un petit peu partout en France, dans les territoires, et c'est ce qui nous plaît, aller au plus proche des gens, au plus proche des événements, et cet événement des maires de France est vraiment très important. 36 000 communes aujourd'hui, des maires, des associations et surtout des entreprises comme les buralistes, la Confédération des buralistes avec nous, 23 500 buralistes en France. On en reparlera entre 19h et 20h puisque nous sommes accueillis ici avec Philippe Coy, qui est le président de la Confédération des buralistes de France, avec Olivier d'Artigol, qui n'a jamais été maire et qui aimerait beaucoup, avec Philippe Bilger, qui n'a jamais été maire et qui aimerait beaucoup. Et pardon ?
Non, jamais. Vous n'aimeriez pas être maire? Non, plus maintenant. Ah, moi, j'aurais adoré. Je suis trop bien avec vous. Ouais, ça y est, ils sont partis en vrille. Philippe Coy, les petits commerçants qui ont beaucoup pâti pendant ces derniers temps avec ces changements climatiques, les inondations. Et ça a été pour un désastre, d'abord pour les habitants, mais aussi pour les petits commerçants dont beaucoup ont perdu la totalité de ce qu'ils avaient. Écoutez, je voulais juste faire cette intervention parce que nous sommes tous affectés par ces images que nous voyons. Les retours que j'ai de mes collègues sur le territoire, d'avoir ces commerces détruits. Alors bien évidemment, je pense à tous les habitants, notamment du Pas-de-Calais, mais pas que. On a vu que malheureusement ces intempéries ont touché d'autres territoires, mais aujourd'hui tout particulièrement le Pas-de-Calais, avec ces commerçants qui ont toute une vie qui est partie avec ces inondations. Comment se reconstruire? Comment croire en l'avenir? Cette force nécessaire à redémarrer, à attendre qu'il y ait des jours meilleurs. Et je dis cela notamment pour le réseau de buralistes, mais pour tous les commerçants. J'ai vu des boulangers qui avaient tout investi, des jeunes qui s'étaient mis vraiment, je dirais, dans le rouge pour l'investissement et qui se voient aujourd'hui détruits par ces inondations. Cela fait suite après de nombreuses nuits compliquées, celle des émeutes qui a touché beaucoup de commerçants. 1500 commerces détruits à l'époque des émeutes, ça fait beaucoup. Et j'ai une pensée ce soir très émue pour tous ces collègues buralistes, mais en tous les cas commerçants, qui se sont engagés, qui font vivre un village, qui sont ce lien social et qui aujourd'hui n'ont peu d'espoir. Mais Philippe Coy, on peut remonter un petit peu plus en avant. Le Covid, les manifestations, c'est une succession finalement de drames qui aujourd'hui doit se faire douter certains de dire je ne ferai jamais ce métier en fait. Ça peut faire vaciller des décisions, ça peut faire changer des orientations. En tous les cas, pour ce qui est de notre réseau, nous sommes aux côtés de tous ces collègues entrepreneurs qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de redémarrer parce que nous sommes ce cœur battant d'un village. C'est pour les métiers de bouche ceux qui donnent le pain, la viande, tout ce qui est nécessaire pour le bien-être de chacun. Donc j'ai une forte pensée et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner tous ces commerçants qui ont besoin demain de réouvrir, d'activer, ce lien social et cette économie des territoires. Olivier d'Artigol, est-ce que face à de tels drames, la solidarité nationale joue vraiment à plein? D'abord, sur le plan humain, ce que dit pas Philippe Coy, mais nous on le connaît bien en Béarn, il le dit pas parce qu'il est pudique et discret. Je vous remercie. C'est aussi quelqu'un qui, quand il y a un coup dur, qui frappe un buraliste, il est là physiquement le lendemain matin. Physiquement. Ça c'est vrai. Pour dire. On avait parlé avant l'émission et on sait que Philippe Coy est quelqu'un de très bien et qu'il ne le dit pas par pudeur. Et je peux vous dire, dans des familles, son nom, par rapport à ce qu'il fait dans ces moments-là, très concrètement, et sans médiatiser ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour ce réseau. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il y a bien sûr une forme, je ne vais pas dire de résilience, mais voir ces commerces qui prennent tout ça sur la tête, et de voir ces familles, ces commerçants dire bon allez, on ne se laisse pas abattre, on essaye de se relever, toujours cette énergie intacte. C'est souvent, moi je ne sais pas d'où elle peut venir, si ce n'est d'une volonté, c'est aussi être entrepreneur, c'est-à-dire de dire on va y arriver. On n'a pas le choix, en plus. C'est un instinct de survie, si je peux dire, Olivier, des fois, parce qu'il faut aller de l'avant. Il y a des emprunts, il y a des familles à nourrir et il y a aussi un service à rendre à des clients. Et avec des choses touchantes concernant, puisqu'ils donnent beaucoup pour la proximité, c'est aussi des commerçants qui, dans ces moments-là, reçoivent beaucoup de leur clientèle et au-delà de solidarité ou villageoise ou territoriale. C'est-à-dire, dans ces moments-là, ils doivent aussi ressentir et recevoir ce qu'ils ont donné tout au long de leur vie, parfois, de commerçants. C'est un peu les psys du village, quelque part. C'est un peu, pardon? Les psys du village. Ah ben, vous savez, c'est une des plus grandes qualités du commerçant de proximité. Et notamment quand vous avez un bar tabac, c'est là où, je le disais tout à l'heure dans l'antenne, tout le monde vient raconter ses difficultés, ses douleurs, mais aussi vient se réconforter à travers cet échange social indispensable. Regardez, Philippe Bilger avait faim il y a quelques instants. Vous avez eu un point de vue très intéressant, très émouvant. Et ce qui me frappe, c'est que ce que vous avez dit, j'ai pu remarquer que c'était vrai. Et au moment où j'allais avoir la parole, je voulais commencer comme d'habitude par tenir un propos foireux. Je voulais vous reprocher de m'obliger à penser alors que vous nous aviez offert de l'excellente charcuterie. Mais vous avez eu parfaitement raison. C'est le sens de l'accueil, en tous les cas. Ces mots que j'ai eus sont vraiment très sincères par rapport à ce que je vois, ce que j'entends et l'accompagnement qu'on essaye de faire
parce que je sais ce que c'est d'entreprendre. Ça fait 35 ans que je le fais et j'ai beaucoup de solidarité et d'humilité pour mes copains. Philippe Coy, sur tous ces commerces qui ont subi d'énormes dégâts, les aides, c'est quoi? L'assurance, c'est quoi? C'est quoi finalement le calendrier qui arrive là? Alors, ce qui avait été exceptionnel pour le cadre des émeutes par rapport aux buralistes, il y a eu un soutien massif et exceptionnel de la part de l'État et de notre ministère de 10 000 € pour tous les buralistes qui avaient été fermés minimum 3 jours, et je tiens à saluer cette mesure immédiate mise en œuvre, très simple. On parlait tout à l'heure de la simplification administrative. C'est nous qui avons pris le pilotage de cette opération et on a accompagné 317 buralistes qui ont été dans ce cas de figure, et certains n'ont toujours pas réouvert. Donc aujourd'hui, c'est avoir cette proximité, ce lien, cet accompagnement nécessaire avec des commerçants, une vision et un développement. Allez, vous restez avec nous, on va faire une petite pause. Dans un instant, on va revenir sur le coup de projecteur des Vrais-Voix. Israël et le Hamas ont conclu donc un accord. 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours. 50 otages libérés pour environ 245 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque le 7 octobre. On en parle dans quelques instants avec notre invité Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement qui est avec nous, et on en parle avec lui dans un instant. À tout de suite. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si vous avez la chance d'être à la porte de Versailles, au Salon des maires, on serait ravis de vous accueillir sur le stand de la Confédération des buralistes de France, très gentiment invité par forcément les buralistes, et avec le président des buralistes, Philippe Coy, qui est avec nous, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et Philippe Bilger, et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et Israël et le Hamas ont donc conclu un accord. 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours. 50 otages libérés pour environ 240 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, Philippe. Oui, 50 otages sur 240, peut-on parler de victoire ou juste de petite victoire? Pensez-vous qu'il sera possible, à force de négociation, d'obtenir la libération de tous les otages? Est-ce qu'on doit négocier avec le Hamas, qui est, faut-il le rappeler, une organisation terroriste? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et le Hamas avait particulièrement besoin de cette trêve, selon Olivier Bavinchov, qui était l'ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN. On l'écoute, c'était ce matin sur Sud Radio. Ah, il y a un problème de lancement on de me son. On me dit qu'il y a un petit problème de son. On va en parler avec Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On revient, on fait un petit tour de table avec Philippe Bilger sur ces otages, cette négociation, Philippe, avec le Hamas. Finalement, 50 otages vont être libérés. Est-ce que finalement, on sort un petit peu de ce conflit? Alors Cécile, Philippe, je sais que je vais faire dans un humanisme un peu confortable, une bonne conscience aisée, mais j'ai bien conscience qu'il est difficile de dialoguer, même pour des motifs humanitaires, avec une organisation terroriste. J'ai bien conscience des limites de cette opération humanitaire, puisque, vous l'avez rappelé, il y a des otages qui ne vont pas être tous libérés. Les modalités vont être complexes. J'ai bien conscience également de ma naïveté, puisque j'étais persuadé bêtement qu'en réalité cette opération humanitaire pourrait ouvrir la voie demain à quelque chose qui ressemblerait presque à un cessez-le-feu. Mais j'admets toutes ces erreurs et ces insuffisances de ma part, mais je dis simplement que ce qui se passe en ce moment, aussi limité que ce soit, c'est une bonne chose, même si ça va durer durant 4 jours. Olivier d'Artigol. Oui, on pense bien évidemment à ces 50 familles, à ces 50 otages, dont il semblerait une majorité d'enfants et de personnes en très grande difficulté sur le plan sanitaire. C'est bien sûr une bonne nouvelle. La place à Tel Aviv qu'occupent les familles
faut d'ailleurs dire que c'est les familles qui ont beaucoup pesé avec l'administration américaine. Ça, c'est une première chose. Mais bien évidemment, on imagine bien que le Hamas va en faire une opération de communication. Et donc ça tord le ventre, en effet. Mais dans tout conflit, il y a des moments où il faut aussi savoir discuter avec l'ennemi, quand bien même l'ennemi là est ô combien infréquentable et misérable. Philippe Coy, c'est un début de désescalade ? J'ose l'espérer et le comprendre ainsi. C'est un premier pas. Certainement, comme le disait Philippe Bilger, pas assez suffisant, bien évidemment. Derrière, il y a des familles, il y a de la détresse. C'est un dialogue qui s'est ouvert. Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut que chaque otage soit libéré pour retrouver la sérénité dans ce conflit du Proche-Orient. Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que, quand on écoute ce que disent les journaux conservateurs israéliens, ils disent qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont raison d'être opposés finalement catégoriquement à cet accord avec les otages, pour les otages ? Alain Rodier ? Alain Rodier, est-ce que vous êtes avec nous ? Ah, il n'est pas là. La ligne à couper avec Alain Rodier, on va le retrouver. Philippe Bilger, on a parlé justement, comme le disait Cécile, il y a des gens en Israël qui disent qu'il ne faut pas négocier avec le Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qui pourrait se permettre de l'extérieur et ignorant de la réalité israélienne de dire péremptoirement ils ont tort. Je crois tout de même que avec les insuffisances que je viens d'évoquer, cet extrémisme de la rigueur n'a pas de sens parce que ce qui compte, comme l'a dit Olivier et notre ami Philippe, c'est de sauver autant qu'on peut les otages et les enfants. Après, on verra. On va réécouter ce son qu'on voulait vous présenter tout à l'heure d'Olivier de Bachin-Chauve qui était ce matin sur Sud Radio. Écoutez. Le Hamas a intérêt probablement à cette trêve parce qu'il a besoin de compter ses hommes. Il s'est passé une profonde déstructuration de Tsahal, a porté des coups très durs. En surface, sous la surface, des coups ciblés. Évidemment, c'est une déstructuration très importante des réseaux du Hamas à laquelle nous avons assisté. Il a surtout certainement besoin de faire un état des lieux, des forces qui lui restent. Elles sont importantes encore, elles sont très significatives, mais il a besoin de restructurer à la fois ses circuits logistiques, peut-être de réorganiser son dispositif défensif, d'abandonner telle ou telle partie. Est-ce que Alain Rodier, vous êtes ex-officier supérieur de la DGSE, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus de l'ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN ? J'ai pas tout entendu, mais ça me semble tout à fait logique. Il disait que finalement le Hamas avait besoin de 4 jours parce que c'était très compliqué pour eux et qu'ils avaient perdu beaucoup de choses et c'était peut-être une façon finalement c'était le moment de négocier pour eux. Oui, de toute façon, il faut négocier à un moment ou à un autre. De toute façon, les deux côtés ont ce besoin. L'État d'Israël a ce besoin parce qu'il a une grosse pression qui lui est mise dessus, surtout par les Américains. Donc, des deux côtés, ces négociations étaient indispensables. Alain Rodier, une question. On a beaucoup parlé du rôle joué par le Qatar dans la libération à venir des 50 premiers otages. Vous qui êtes un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, expliquez-nous, parce que le Qatar, quand on regarde la carte, c'est un tout petit État qui a pratiquement pas de pétrole, par contre qui regorge de gaz. Quel rôle joue le Qatar exactement ? Bon, le Qatar accueille depuis des années des représentations des frères musulmans. Donc, on peut dire que c'est un point d'ancrage pour cette organisation. Je rappelle aussi que le Qatar est tout de même relativement proche, entre guillemets, de l'Iran. Donc, ça devient un carrefour incontournable pour tous les États qui veulent négocier avec des groupes qui sont proches soit de l'Iran, c'est le cas du Hamas, ou d'autres. Donc le Qatar est devenu incontournable et on l'avait bien vu d'ailleurs aussi avec les talibans
à un moment. C'est là où se sont négociés les accords, je dirais, de paix pour l'Afghanistan. Olivier d'Artigol veut réagir. Oui, mais le Qatar, on ne le découvre pas. D'abord, on sait très bien que la branche politique du Hamas est au Qatar aujourd'hui. Ils font d'ailleurs des conférences de presse quand ils quittent leur villa sous air conditionné. C'est une réalité, il faut aussi la dire telle qu'elle est. Le Qatar s'est renforcé sur le plan des enjeux énergétiques, vous l'avez dit Philippe David, suite aux conséquences et aux effets dominos de la crise ukrainienne, y compris pour l'Union européenne, le gaz du Qatar devient quelque chose qui rentre en ligne de compte. Le Qatar, c'est aussi des investissements, c'est aussi des liens importants avec l'Union européenne, dont la France. Oui. Donc il ne faut pas, j'ai envie de dire, jouer les hypocrites. Nous avons des liens avec le Qatar. Il semblerait que sur la question des otages, le lien administration américaine-Qatar soit un lien fort. L'Union européenne et la France ont peu pesé, d'après ce qu'on peut lire et découvrir. Bon, on souhaite que ce soit une première étape, et si la question de l'ensemble des otages peut être réglée dans les prochains jours, ce serait une très bonne chose, nonobstant la suite du conflit, bien évidemment. Alain Rodier, est-ce qu'on peut imaginer une amorce de désescalade du conflit ? C'est très difficile à imaginer ce qui va se passer. Bon, je suis très, pas optimiste, mais ravi effectivement pour les familles et les otages qui vont être libérés si cela est confirmé, parce que tout peut être mis en question. Mais une grande question se pose tout de même. S'il libère 50 otages, si le Hamas libère 50 otages, il y avait 240 otages. Donc, quid des autres? Je suis extrêmement Et on libère les femmes et les enfants pour l'instant. Oui, enfin, bon, il faut pas trop s'étendre à l'heure actuelle. Il y a des négociations en cours. Il faut pas jouer avec ça. C'est extrêmement difficile. Mais je pense qu'ils ne libéreront pas 240 otages. Alain Rodier, deux questions très rapides. La première, êtes-vous d'accord avec ceux qui considèrent que le président Biden a été remarquable dans cette entreprise de sauvegarde? Et ma seconde question qui complète celle d'Olivier d'Artigol, est-ce que vous pensez que le caractère équivoque longtemps connu du Qatar va être en quelque sorte purifié par son attitude très efficace dans cette négociation? Alors, l'influence américaine a été prépondérante parce qu'il faut se rappeler donc de la position d'Israël au départ qui était extrêmement dure. Donc il est vrai que la pression américaine a été décisive pour arriver à cet accord. Encore faut-il être extrêmement méfiant sur la suite de cette affaire. Bon, le Qatar va continuer à jouer son rôle d'intermédiaire, comme il l'a fait par le passé, profitant effectivement de sa position politique, et cela a été rappelé effectivement maintenant en producteur de gaz, mais je rappelle qu'il partage sa puissance gazière avec l'Iran. Mais le Qatar va continuer à être totalement incontournable dans les années à venir. Une question, quelle est la monnaie d'échange pour les libérations d'otages? On ne paye pas quand même des rançons au Hamas, c'est une monnaie d'échange politique, c'est quoi? Vous qui êtes un spécialiste de ça, Alain Rodier. D'après ce que j'ai lu, c'est 150 prisonniers palestiniens qui vont être libérés. Et d'après ce que j'ai compris, Israël aurait une liste de 300 prisonniers qui seraient prêts à échanger. Donc voilà, on est dans l'échange à l'heure actuelle de personnes incarcérées. Je pense que c'est sur cette affaire que c'est en train de se jouer, mais pas du tout sur un côté financier. Mais plus peut-être aussi quelques accords politiques aussi, non?
Alors, des accords politiques avec le Hamas, ça m'étonnerait parce que je pense que la résolution d'Israël de réduire le Hamas est toujours aussi ferme. Et je pense que les dirigeants du Hamas, même ceux qui sont à l'heure actuelle au Qatar ou au Liban, eh bien, dans les 10 ans à venir, ils ont des soucis à se faire. La question des prisonniers politiques palestiniens, prisonniers palestiniens ou prisonniers politiques palestiniens est une question de nature politique. Il y a à peu près 6500 prisonniers palestiniens en Israël, un tiers suite à une condamnation, un tiers en attente de jugement, et la troisième catégorie, ce sont des détentions administratives, sans jugement, sans que les raisons de l'administration de l'internement soient données. Et donc très certainement que le Hamas a dû négocier certains profils de prisonniers palestiniens plus stratégiques pour lui que d'autres. Alain Rodier ? Oui, tout à fait, mais je rappelle, bon, prisonnier politique, c'est un petit peu pratique comme expression. Je rappelle qu'un certain nombre de ces individus ont été condamnés pour terrorisme, pour acte terroriste ou pour préparation d'actes terroristes. Donc, il ne faut pas non plus exagérer dans l'appellation de prisonnier politique. Il y a parmi ces gens-là des terroristes, et je rappelle que le Hamas est un mouvement terroriste. Alain Rodier, est-ce qu'on peut être certain que cette trêve sera respectée des deux côtés ? Absolument pas. Oui. Ça au moins c'est cash Philippe. Mais Alain Rodier, vous venez, supposons que cette trêve soit respectée. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'univers israélo-palestinien et même les opérations militaires, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire au Hamas et en Israël durant ces 4 jours? Reconstituer leurs forces? Et comment fait-on lorsqu'une trêve est terminée? On reprend les opérations comme si de rien n'était? J'arrive mal à comprendre comment on peut reprendre comme ça après avoir concédé une trêve qui a donné l'impression qu'une forme de paix fragile peut revenir. Oui, alors les deux côtés, c'est un petit peu je dirais, le même processus. Et là, on rentre dans un concept militaire, c'est-à-dire que le Hamas a été extrêmement secoué, entre guillemets, par les actions extrêmement rudes menées par Tsahal. Et donc, il faut qu'il se repositionne un petit peu donc ses unités sur le terrain, parce qu'on sait très bien qu'elles doivent être réparties entre le nord et le sud de Gaza. Mais pour Israël, c'est également la même chose, parce que tout de même, la mobilisation extrêmement rapide de dizaines de milliers de réservistes n'a pas permis d'avoir un ordre de bataille tout à fait cohérent. Donc c'est quelques jours, et 4 jours, c'est pas grand-chose dans un domaine militaire. Ça passe extrêmement rapidement. Donc les deux parties sont en train de se remettre en ordre de bataille pour repartir s'affronter effectivement à la fin de cette trêve, si elle n'est pas rompue avant. Merci en tout cas de votre expertise, Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Merci beaucoup Olivier d'Artigol d'avoir été avec nous. Merci. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Mais sans les buralistes. Sans les buralistes, sauf si Philippe Coy, en tout cas nous on garde jusqu'à 20h. Il a été excellent. Philippe Coy, qui est le président de la Confédération des buralistes, avec pas mal de questions. On reviendra sur ce réseau de buralistes, ces 10 millions de personnes, ce qui est assez énorme. Et puis ce sont aussi un peu des couteaux suisses, vous le verrez dans quelques instants. Et on reviendra aussi sur des profils d'élus, et derrière des élus il y a aussi parfois des buralistes, et l'avenir des buralistes c'est quoi? C'est le service, avec plein de services qui arrivent. On en parle dans quelques instants, et ce sera jusqu'à 20h. À tout de suite.